Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Didier, que je vais vous présenter dans quelques instants, sur un très joli thème qui est en fait le sous-titre de son dernier ouvrage. Et quand les salariés donc bousculent les lignes de l'entreprise, assument leurs envies et décident de leur vie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Didier Pitley est donc CEO de Enoch Consulting et président du Cercle du Leadership et créateur du concept de marque employeur. Et moi, ça, je sais que c'est quelque chose que j'avais mémorisé quand j'ai rencontré Didier pour la première fois. On a tous travaillé sur ce concept-là, mais vous avez devant vous ce soir donc le créateur de ce concept. Alors, Didier est reconnu comme l'un des meilleurs experts européens en communication et en management, après notamment 16 ans passés chez Publicis. A créé différentes structures, dont Guillaume Tell, Didier me corrigera si je fais des erreurs, Publicis Consultant HR, et il a inventé donc un certain nombre de concepts, dont celui de la marque employeur que je viens d'indiquer. Et en 2006, en fait, il a initié un nouveau métier qui est celui de conseil en réputation, avec la création de On the Moon, qui est devenue en 12 ans l'agence la plus primée en France pour sa créativité, qui est devenue depuis Enoch Consulting. Et surtout aussi, Didier a rédigé un certain nombre d'ouvrages, dont Le prix de la confiance, La paix, le pari de la culture avec Mathieu Ricard, et puis surtout le dernier, dont on va parler ce soir, La révolution du nom. Voilà donc en quelques mots qui est Didier et ce qu'il a fait. Didier, je vais te donner la parole pour 25 minutes, 20-25 minutes, d'une présentation sur ce thème de la révolution du nom. Très bien. Ben, déjà, d'abord, merci pour votre accueil. Merci Alain pour ces gentils mots. C'est vrai que chaque fois qu'on me rappelle que j'ai créé et déposé le concept de marque employeur, ça ne rajeunit pas parce que c'était en 1998. Donc ça commence à dater et effectivement ce concept dont on ne croyait pas forcément au début la pertinence, que beaucoup de gens étaient un peu contre au départ, me disant mais tu mélanges torchon et serviette, etc. Eh bien aujourd'hui, il n'y a pas une boîte qui ne parle pas de sa marque employeur. Parfois pour dire n'importe quoi, on pourra revenir dessus, mais en tous les cas, c'est un concept qui fait partie maintenant du jargon. Alors merci de m'accueillir effectivement parce que je vais balayer rapidement un petit peu des grands thèmes liés à ce Big Bang qui est en train de se passer, alors qui n'est pas récent, lié à la conjoncture actuelle, mais qui est amorcé depuis pas mal d'années, sur ces nouveaux comportements, ces nouvelles attitudes, et pourquoi on en est là aujourd'hui. Alors, tu l'as rappelé, tous les 3 ans en moyenne, j'écris un livre depuis une vingtaine d'années parce que c'est une pierre au débat. Moi, j'ai la chance de vivre dans beaucoup d'entreprises au quotidien, de voir un petit peu comment, justement, le vivre ensemble se développe. Et je constate depuis maintenant un certain nombre d'années, malgré le fait qu'on veuille parfois un peu le masquer, ben que souvent, de manière assez perceptible, eh bien, je constate qu'il n'y a jamais eu autant de mal-être qu'aujourd'hui dans les entreprises. Alors, ce mal-être, ce n'est pas un concept à la mode, c'est quelque chose de plus profond. Non pas que les gens ne veuillent pas bosser, au contraire, mais ce mal-être, il s'explique souvent parce que les gens ne savent plus réellement à quoi ils servent. Et pourquoi on les considère de moins en moins. Alors, il y a des raisons qui remontent à 10, 15 ans, 20 ans même, qui est l'hyperfinanciarisation des organisations. On voit bien que aujourd'hui, les personnes en ont un petit peu assez de ces compteurs remis à zéro chaque année. Alors, on va me dire, c'est la vraie vie, c'est comme ça. Ben oui, mais le problème, c'est que quand c'est comme ça, sans explication, eh bien, les gens, et notamment les nouvelles générations sur lesquelles je vais revenir, parce qu'elles sont en train de changer le monde sous nos yeux, eh bien, elles ne l'acceptent plus. Voilà. Donc, effectivement, j'ai sorti en janvier, alors je l'ai écrit avant le Covid, un livre qui s'appelle La révolution du nom, qui explique comment, depuis un certain temps, il y a une sorte de vague de fond qui se manifeste, portée par l'envie d'être des personnes. Alors l'envie d'être, c'est quoi? C'est la volonté farouche d'être en vie. Et en écho au système d'organisation, alors porté par le matriciel, porté par
plein d'exigences organisationnelles qui font que de moins en moins de gens se reconnaissent dans leur quotidien. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur entreprise, parce que souvent on oppose cette réalité au fait que, oui, mais alors les gens n'aiment pas la boîte. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de souci avec leur entreprise, il y a plutôt un souci avec l'organisation, avec les exemplarités managériales, et je vais revenir sur ce point, notamment quant au rôle des comités de direction. Et donc cette vague de l'envie d'être, eh bien, elle s'est amorcée depuis une petite dizaine d'années. C'est-à-dire qu'on voit depuis, avec la génération Y, de plus en plus de recul pris par rapport aux injonctions des entreprises, de plus en plus de comportements qu'on va qualifier d'individualistes, la montée en puissance du jeu par rapport au nous. Tout ça, soit on est fataliste et on l'accepte et on se dit bah, c'est fini, on est dans une époque individualiste et c'est comme ça, c'est le chacun pour soi, soit on prend conscience que l'entreprise est fondamentalement une communauté humaine, qu'il faut réussir à refédérer, non pas uniquement avec des grands thèmes à la mode ou des discours tout faits, et qu'on décide de travailler tout simplement son exclusivité culturelle. Or, ce qui nous a amené un petit peu dans ce mur d'aujourd'hui, c'est que l'entreprise, en se déshumanisant, a perdu un peu de son âme, mais au sens, encore une fois, tribu. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu plein d'effets de mode, de discours à la mode, que tout le monde ressasse avec les mêmes formules, les mêmes mots. On utilise toujours les mêmes thèmes, alors que par définition, qu'une entreprise ait 10, 20 salariés, 500 000, 100 000 salariés, elle est une communauté de vie exclusive. Et c'est cette exclusivité qu'on est en train de perdre au profit d'une sorte de logorée un peu absurde où tout le monde, encore une fois, utilise les mêmes formules. Pour vous donner un exemple très concret, moi je me livre à un exercice un peu fastidieux depuis 20 ans à peu près. Et d'ailleurs, je pense que c'est un exercice qu'on devrait tous un petit peu faire, qui est de lire une vingtaine, voire une trentaine de rapports annuels. Il y a 20 ans, la part dédiée à l'humain était extrêmement fine. C'était 1 ou 2 pages. Aujourd'hui, sous l'impulsion de la RSE, il y a évidemment de gros pavés qui sont écrits dessus. Et loin de moi l'idée de critiquer la RSE, qui est évidemment très importante. Ce que je critiquerai, c'est en revanche ce qui en est fait en littérature. Parce qu'on se rend compte que c'est comme s'il y avait un seul rédacteur pour écrire les rapports annuels. C'est les mêmes formules, pratiquement les mêmes paragraphes, les mêmes mots. Dans toutes les entreprises. Mais dans pratiquement toutes les entreprises. Et donc, quand tu prends les rapports annuels et tu le mets sous le nez des collaborateurs, eh bien, ils te disent, bah oui, mais c'est bien beau, mais c'est pas notre vie. Et donc, un décalage entre la com corporate, très aseptisée, où, globalement, on a même été jusqu'à inventer le Chief Happiness Officer, sous l'effet des modes, etc., et bien, au final, un grand écart avec ce que vivent véritablement les gens. Alors, ça s'explique pourquoi ? Parce que, aussi, moi c'est ce que je constate, alors, évidemment, mes propos ne valent pas vérité. Je vous les partage avec beaucoup d'humilité, parce que c'est ce que je vis au quotidien. Qu'est-ce que l'on constate en amont de cela ? C'est que malheureusement, la plupart des comités de direction ne sont pas une vraie équipe. C'est-à-dire que les femmes et les hommes de talent qui accèdent à des comités de direction, eh bien, l'ont fait dans leur couloir, dans leur filière métier. Et puis, le Graal arrive, je suis membre du board, pour être reconnu comme l'expert marketing, l'expert industriel, l'expert financier, l'expert RH, etc. Et rares sont ces experts qui jouent en collectif. Alors, en façade, oui, on est là pour parler vrai. En façade, oui, mais dans la vraie vie, ils sont dans leur silo. Et ils déroulent leur modèle dans leur silo, et notamment leur modèle humain. Ce qui fait qu'il y a une sorte de cacophonie en dessous, parce que l'humain n'est pas harmonisé. Pire, souvent, moi quand je fais des dossiers, émissions sur la culture, sur marque employeur, etc., à un moment donné, j'interroge tous les membres d'un board, et je leur demande, bah oui, mais alors vous qui êtes un patron de cette boîte, de quoi vous aimeriez être fier à 3-5 ans sous l'angle employeur? Question un peu plus légitime à poser à des dirigeants. La plupart du temps, je n'ai pas de réponse. Pour une raison fort simple.
Alors, ce qui peut être flatteur pour les DRH, mais à mon avis, c'est plutôt un handicap, c'est que cette question-là, c'est l'affaire d'un technicien, et donc l'affaire du DRH. L'humain, c'est l'affaire du DRH. Tout comme la marque, le maillot qu'on porte quand on joue la partie, évidemment, on connaît les 2-3 formules qu'il faut sortir pour parler de la marque. Mais on ne vit pas la marque. Donc, les deux choses essentielles qui donnent du sens, la marque et l'humain, c'est l'affaire de deux spécialistes. Or, c'est l'affaire avant tout de la gouvernance. Parce que si effectivement un comité de direction n'est pas uni comme les doigts d'une main sur ce qui est sacré pour relier les humains, la marque, le sens, et justement la considération apportée aux équipes, eh bien ça vous donne des comités de direction souvent sans vie. Je rencontre rarement des comités de direction qui partagent des choses. Alors je ne vais pas dire qu'il faut être copain, peut-être pas jusque-là, quoique, on peut se poser la question, mais en tout cas qui font sens pour guider les humains qui sont derrière, en harmonie, qui leur donnent véritablement l'envie d'y croire. Bon. Et ça, je pense que c'est le problème majeur qu'il faut oser regarder en face. C'est Kipling qui disait si l'homme qui n'ose pas regarder le miroir ne peut jamais espérer le traverser. Or, beaucoup de comités de direction n'osent pas regarder le miroir, parce que ça renvoie à leur exemplarité. Or, sur le plan humain, je pense qu'on peut qu'être d'accord, un escalier se balaye toujours par le haut, et là, il y a beaucoup à faire. Et c'est ce qui explique qu'effectivement, en parallèle des modes, eh bien, on a un problème d'exemplarité, des gouvernances pour, encore une fois, donner sens. Si on constate, et toutes les études le démontrent, qu'il y a autant de mal-être, de burn-out, de quête de sens, etc., c'est pas une histoire de com. On se met le doigt dans l'œil. C'est une histoire de gouvernance. Or, il faut quand même se poser la question, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour ne pas donner autant d'enthousiasme qu'on l'espérerait. Voilà. Donc, si je prends l'exemple de la marque employeur, alors c'est très drôle parce que, évidemment, je pourrais être quelque part, si j'avais un peu d'ego, flatté par le fait que la marque employeur ait un tel succès. Mais le problème, regardez à quel point ce concept est devenu bullshit. Tout le monde en parle, mais il n'y a pas d'ambition derrière le sujet. C'est dramatique. On ne parle de marque employeur que quand on a le couteau sous la gorge au niveau du recrutement essentiellement. Or, la marque employeur, c'est un travail au long cours, c'est un travail stratégique. Et on va voir que c'est même le pendant de l'économique dans l'absolu. Vous voyez, le double projet économique et social qui était fort à Antoine Riboud, qui était cher à Antoine Riboud, eh bien la marque employeur, elle incarne le projet humain dans l'absolu. Or, combien de DRH s'investissent réellement sur ce sujet ? Quels sont les budgets alloués à ce sujet ? Quelle est l'implication des comités de direction sur ce sujet ? Ça reste tout relatif, mais encore une fois, là, ce n'est que ma modeste expérience. Alors, on aura l'occasion peut-être justement dans les rooms tout à l'heure d'aborder ce sujet, mais je pense que dans les comités de direction de nos collègues, peut-être qu'ils ne vivent pas ça du tout, qu'ils ne s'y connaissent pas, mais on va le voir. C'est possible, mais je l'espère pour eux. Moi, encore une fois, je ne vous fais que partager une modeste expérience là-dessus. Ce qui fait qu'il y a de nouveaux comportements qui émergent, qu'on constate. Alors évidemment, les comportements les plus symptomatiques sont ceux des jeunes générations, parce que c'est des comportements en rupture. Alors il y a, tu faisais allusion au prix de la confiance que j'ai écrit il y a déjà pas mal d'années. J'avais qualifié la future génération Z à l'époque de mutant. Or, c'est une vraie génération mutante. Parce que, alors pour bien situer, c'est les jeunes nés après 94-95, hein, donc qui commencent à rentrer dans la vie active. C'est la première génération universelle de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où tu te trouves sur cette petite planète, eh bien, ces jeunes ont les mêmes tuyaux, les mêmes codes, les mêmes langages. Ils font le monde en même temps qu'ils avancent. Et pour la première fois, et c'est évidemment impactant sur le management, pour la première fois, on a une rupture avec la transmission. Non pas qu'ils rejettent leurs aînés, mais comme ils vivent dans un monde qu'ils ont façonné, pour la première fois, c'est aux aînés de faire l'effort de se rapprocher d'eux pour comprendre ce monde qui est en train d'écrire l'avenir quand même sous nos yeux. Et c'est valable, évidemment, en termes de management. Cette génération-là, plus que n'importe quelle autre, elle ne veut pas perdre sa vie à la gagner. Alors, ce n'est pas simplement une belle formule. C'est que c'est, plus que ça, très profond en eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu leurs parents évoluer. Ils ont vu
les générations à peine plus âgées qui leur ont fait déjà des témoignages par rapport au monde de l'entreprise. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est très récent, ces 3-4 dernières années. Eh bien, un phénomène grandissant, alors c'est un petit peu freiné avec la crise sanitaire actuelle, c'est le phénomène d'entreprise buissonnière. C'est-à-dire qu'on voit des jeunes gens avec des super diplômes qui démarrent dans la vie sans problème, avec un bon job, un bon salaire, et qui, vers 28-30 ans, ont non pas une crise, mais une sorte d'arrêt sur image tel qu'on pouvait le faire il y a quelques années à 40 ans, 50 ans, et qui se disent, vers 28-30 ans, « Oh là, je ne veux pas vieillir comme ça ». Et qui peuvent tout plaquer pour, soit, alors c'est classique, entre guillemets, pour faire un tour du monde, soit monter un restaurant, soit monter une fromagerie, ou en tous les cas changer de vie, pour aller vers des métiers plus proches du faire que simplement d'être un élément du concept d'entreprise. Et ça bouscule énormément les hiérarchies, ça bouscule énormément ce qu'est l'identité même d'une entreprise, et j'ose espérer que ça peut amener un questionnement sur « mais pourquoi finalement on n'arrive pas à donner autant envie, ou plus envie, à des jeunes, puisque beaucoup ont envie d'aller voir ailleurs ». Alors, ces jusque-boutistes de l'entreprise buissonnière, c'est pas évidemment 100% d'une génération. Pour autant, ils illustrent un état d'esprit. Car moi, je fais beaucoup de tables rondes, de focus group, etc. Et j'enseigne aussi à l'IGS avec des masters, donc des futurs DRH. Je vous assure, sans langue de bois, je suis triste de constater à quel point le monde de l'entreprise n'excite pas plus les jeunes, ne leur donne pas davantage envie. J'ai des formations généralistes et des formations alternants. Les alternants donc, vivent déjà le monde de l'entreprise. Mais ça les résigne plus qu'autre chose. C'est-à-dire que l'entreprise est très forte pour jongler, encore une fois, avec des concepts, dire que c'est formidable, on s'aime, on est une équipe qui gagne, tout ça, etc. Très bien. Mais la vraie vie est souvent en décalage. Et elle est souvent en décalage, pourquoi? Parce qu'il y a une rupture entre la tête et le corps managérial. Et là, on en vient à un problème essentiel qui accompagne tous ces nouveaux comportements. C'est non pas un manque d'envie des managers de manager, mais un déficit de management tout court, par manque de temps, par manque de reconnaissance, etc. Et donc, on arrive à un sujet existentiel très important, qui est une sorte de manque de considération vis-à-vis des individus qui se propagent. Et ce n'est pas une bonne boîte à outils d'accompagnement RH qui va compenser ça si dans la réalité du quotidien, il n'y a pas assez de considération. Alors évidemment, il y a plein d'entreprises, et fort heureusement, dans lesquelles il y a de la considération. C'est souvent d'ailleurs des modèles soit familiaux, soit coopératifs, où l'humain est un tout petit peu plus, comment dirais-je, opérationnel sur le terrain. Voilà. Ou en tous les cas, les managers... Plus dans l'ADN, peut-être. Oui, plus dans l'ADN, et les managers plus sensibilisés à cela, peut-être d'ailleurs plus boostés. Alors, il y a évidemment plein de raisons d'espérer par rapport à tout ça. Il y a eu, il y a 2-3 ans de cela, le rapport Sénart-Nota sur la raison d'être. Pour celles et ceux qui ont lu ce rapport, c'est un hymne à cette dimension humaine, à la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Et d'ailleurs, dans la foulée, on a eu les entreprises à mission, etc. Et quand on regarde celles qui ne font pas de la com avec ça, mais qui au contraire bâtissent réellement de la stratégie, on se rend compte que l'humain est au cœur de leurs préoccupations. Donc ça, c'est fortement encourageant. L'envie d'être dont je parlais tout à l'heure, encore une fois, qui est simplement la volonté d'être en vie, eh bien, on voit qu'il y a de plus en plus une volonté de s'aligner chez chaque être humain sur ce qu'il est, sur ses valeurs. Moi, je suis sidéré de voir comment des humains formidables dans la vraie vie, qui peuvent être des papas-mamans formidables, qui transmettent des bonnes valeurs, de respect,
des coups de courtoisie à leurs enfants, qui, dès qu'elles prennent le costume de manager ou autre qu'importe, se transforment soit en bêtes à sang-froid. Moi, je suis sidéré des fois de rencontrer des managers qui sont capables de martyriser réellement leurs équipes. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ça existe réellement. Alors que leur entreprise affiche dans leurs valeurs respect, considération, etc. Donc un énorme décalage entre le baratin corporel, parce que finalement les valeurs, quand elles ne sont pas appliquées, c'est du baratin, et ce que les gens vivent. Ou alors on voit ces mêmes personnes se transformer en peureux, en lâches, parce que le grand chef dit, donc je me mets les quatre fers en l'air, et puis je me soumets à la volonté. Et au final, ces êtres humains ne sont plus alignés, ils sont à côté de leur vie. C'est ce qui explique, pour beaucoup, le mal-être et, quelque part, évidemment, ce décrochage par rapport à soi qui peut aboutir aux risques psychosociaux, au burn-out ou autre. Bon. Mais ce qui est quand même formidable dans ce que nous vivons, c'est qu'aujourd'hui, tout se sait, tout se dit en temps réel. Et parfois, on a tendance à oublier que si on se comporte mal, si on se met en décalage entre le déclaratif et le faire, eh bien, aujourd'hui, ça transpire à l'extérieur. Par les réseaux sociaux, par toutes les carrefours d'audience qu'évidemment que nous connaissons et que nous sommes tous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise aujourd'hui, elle a un défi. Alors, vous allez me dire, c'est très banal, hein, mais qui est de reconquérir son exclusivité culturelle. C'est-à-dire que quel est le bien le plus précieux que l'entreprise a à offrir en partage à sa tribu? C'est sa culture. Plutôt que de recracher des cultures toutes faites, copier-coller d'une boîte à une autre, eh bien, il faut faire l'effort de replonger dans l'ADN de l'entreprise. Qu'on soit une boîte cotée ou une boîte non cotée, qu'importe. Mais l'entreprise, elle a des racines. Et donc, il faut être capable de faire de son exclusivité culturelle l'ambition de son comité de direction, bien évidemment, plutôt que d'avoir des cadres interchangeables dans des comités de direction, ayons des vrais défenseurs de cette culture pour que ça puisse rejaillir, évidemment, au niveau des troupes. Pour ça, ça passe par une volonté affichée d'authenticité. Le maître mot, je crois, dans les années à venir, mais pas que en entreprise, aussi dans la vie civile, je pense que c'est la reconquête de l'authenticité. C'est-à-dire que clairement, les salariés, quelle que soit leur origine, d'où ils viennent, etc., veulent être entraînés par de l'authenticité. Et généralement, les entreprises où il y a de l'authenticité, il y a de l'engagement, il y a de l'adhésion et il y a de la performance, évidemment, et économique. Pour ça, il faut aussi que les dirigeants acceptent de ne pas se cacher derrière le système. Parce que malheureusement, dans beaucoup d'organisations, c'est le système qui fait l'humain et non plus l'humain qui fait le système. Et au nom du système, eh bien, on devient un peu dans des modèles un peu kafkaïens. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'aujourd'hui, malheureusement, le GPS, pour se repérer, c'est Sun Tzu, l'art de la guerre, dans une main, et Kafka, le château, de l'autre. Ça devient complètement fou. Donc, il faut plus de simplicité, moins de procédures, et remettre l'humain un peu, j'allais dire, comme l'église, un peu au milieu du village. Alors, pour terminer, parce que le temps file vite, moi, je peux vous partager quelques réflexions que j'ai développées dans la Révolution du nom, mais vraiment comme piste de réflexion. Hein. Encore une fois, avec beaucoup d'humilité, je n'ai aucune leçon à donner à quiconque. Je crois qu'il faudrait appeler de nos voeux un leadership spirituel. Alors, c'est quoi un leadership spirituel? C'est évidemment, ça n'a rien de religieux, bien évidemment, mais c'est d'avoir des leaders qui croient, qui n'aient pas peur de leurs croyances, qui les partagent, qui les affichent, c'est-à-dire qui parlent autant avec leur cerveau, leur cœur et leur tripes. C'est ça dont les gens ont besoin. Le vrai leadership, il est naturellement spirituel. Car s'il ne repose que sur un langage aseptisé du bon dirigeant à la mode qui va faire 3 ans ici, 3 ans là, etc., il ne faut pas espérer entraîner les troupes. Pourquoi? Parce que derrière les croyances, il y a la capacité à aimer et à être aimé. Alors, je sais, le verbe aimer est un gros mot en entreprise, hein, ça fait peur, etc. Mais il faut assumer ses émotions. Nous sommes des animaux d'émotions. Ce n'est pas parce que tu es un grand mamamouchi dans une organisation
qu'on va t'en vouloir si tu exprimes des émotions. Or, les gens ont besoin de ça. Le leadership spirituel, c'est un point, pour moi, très important. On a besoin d'avoir des dirigeants qui croient, voilà, et qui partagent leurs croyances. Deuxième point, ce que j'appelle le management de Pygmalion. Alors, c'est très français, ce que je vais dire. Nous, on a un management par la sanction, tout comme on a été éduqué par la sanction. On n'a pas eu un modèle éducatif par l'encouragement. Tu trébuches, c'est pas grave, ça t'apprend à te relever. Au contraire, l'échec, c'est utile. On nous a bourré le crâne que l'échec, eh bien évidemment, t'es un mauvais si t'es en échec, etc. Il faut arriver à rompre avec ça. Il faut arriver à encourager. Il faut arriver à stimuler par l'encouragement. Donc c'est ça. Et donc pour ça, il faut réhabiliter le management intermédiaire qui malheureusement est quand même la grande victime de ces 15-20 dernières années. Parce que les managers sont pétrifiés par des injonctions paradoxales de toutes parts. Et au final, eh ben, ils n'ont plus le temps. Comme ils disent, qu'il y a un sondage qui ne bouge pas. Il y a 70% des managers en France qui déclarent manquer de temps pour manager. C'est quand même assez effrayant. Paradoxe. C'est clair. Donc l'envie d'être, j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que ça, il faut écouter l'individu. Pour renforcer le collectif, il faut partir de l'individu. Ça, je crois que c'est vraiment un point très important. Donner de la vie au codir, je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'il faut que le codir soit exemplaire par sa capacité de vie. Et il faut que ça sache que les femmes et les hommes qui sont ensemble pour diriger font équipe, font vie ensemble. Et il ne faut pas hésiter à le partager. Et puis le dernier point, eh bien, je parlais de la marque employeur, ce sujet qui évidemment m'est un petit peu cher, ça fait partie un peu de mon ADN. Eh bien, il faut qu'il symbolise ce qui est l'autre plateau d'équilibre de l'entreprise. Le tout financier, un taux débit, ça fait vibrer personne. Sauf les actionnaires, sauf les financiers, d'accord. Mais ça fait vibrer personne. On ne va jamais attirer des talents et les garder avec un taux débit. En revanche, l'équilibre entre performance économique et performance humaine, oui, d'où l'importance d'avoir une marque employeur forte. Et moi, je milite pour que, nous sommes dans un club des DRH, pour que tous les DRH comprennent que la marque employeur n'est pas un sujet RH. Leur grand talent, c'est d'en faire un sujet de gouvernance. Et plus un DRH aura le courage, je dis bien le courage, involontairement, de porter ce sujet de marque employeur au niveau de la gouvernance, plus le projet humain de l'entreprise sera fort et plus évidemment l'employeur rayonnera. Voilà pour terminer dans le temps qui m'a imparti, parce que je vois qu'il est 31, donc je dois m'arrêter là. Bravo Didier, Voilà, merci beaucoup pour cette première partie. Merci à toi. Alors pile poil dans les temps.